Agadez et dans ses environs. Bonsoir. Sous la supervision du directeur de la radio Alternative FM, M. Kanta Abdoulaye, bien sûr, Maman Kanta, autant pour moi, du côté de la régie d'antenne, il se nomme Kaomi Kachala Mamadou. Sur la technique, l'homme RB au microphone du studio Che Guevara de la radio Alternative FM, Kolo Abdul Rachid. Auditrices, auditeurs de la radio Alternative FM Agadez, la 99.4 MHz, la radio qui ouvre les portes de l'avenir. Bienvenue à tous sur les ondes de la radio Alternative FM. Sur l'émission Migration, une émission qui vise à améliorer la visibilité et la compréhension du phénomène migratoire, un phénomène inhérent à la condition humaine. La migration, ce phénomène aussi vieux que le monde, une des coutumes communes à l'ordre humain, un phénomène qui remonte à la nuit des temps et qui résulte des facteurs les plus répulsifs. Elle fait ainsi, elle, la migration, partie du vécu quotidien des hommes depuis toujours. C'est certainement elle, la migration, qui conduisit l'Homo sapiens à coloniser tous les recoins de la terre à partir du berceau de l'humanité, l'Afrique. Mais elle est, la migration, depuis quelque temps mal comprise et mal représentée par une opinion notamment occidentale qui lui est hostile. Et il présente toujours la migration négativement en mettant seulement en exergue les risques liés à ce phénomène, sans doute pour décourager d'éventuels candidats. Toutefois, la conclusion ne devrait pas être si hâtive au risque de suspendre toute analyse, voire étude de ce phénomène hautement social. Ne partez pas, c'est dangereux, disent-ils, mais au fond, que seraient des grandes nations aussi en avance que sur le reste du monde et économiquement puissantes sans ce phénomène migratoire? Et d'ailleurs, pourquoi interdire aujourd'hui la migration alors qu'elle a été à un moment de l'histoire de l'humanité fortement encouragée, j'allais dire imposée par ces puissances? Ces puissances qu'il a qualifiées aujourd'hui par tous les vocables, les adjectifs les plus abjects que l'on réserve aux pires fatalités qu'ait connues le monde: peste, guerre, famine, que sais-je encore. En effet, en tant que phénomène inhérent à la nature humaine, la migration a parfaitement sa raison d'être. Parce qu'au-delà des ennuis et des difficultés qui l'entourent, elle a aussi des avantages, tant pour les migrants eux-mêmes, leurs familles et leur pays d'origine, que pour les pays d'accueil, et cela qu'elles soient régulières ou irrégulières, temporaires ou prolongées. La migration clandestine est certainement pleine de risques et reflète, pour la majorité des cas, un certain manque de confiance en soi, en ses propres capacités. Pourquoi le migrant n'essaie-t-il pas de se réaliser chez soi avec les moyens de bord, car souvent les moyens gaspillés pour tenter l'aventure représentent un budget assez conséquent. Face à cette situation malheureuse, nous sommes nombreux à tenter, vaille que vaille, de convaincre ces pauvres gens à laisser tomber. N'y allez pas, leur disons-nous, il y a trop de risques. Combien sommes-nous aujourd'hui encore, médias, ONG, État, à nous liguer contre ces pauvres gens qui ne rêvent que d'un lendemain meilleur? Nous allons ce soir vous faire écouter les témoignages de deux jeunes migrants n'ayant malheureusement pas connu la fortune pendant leur aventure migratoire, avant d'échanger avec les acteurs d'une ONG internationale engagée dans l'aide au développement, l'association Bambini nel Deserto, à travers son projet Réseau Exodus. Bonsoir auditeurs, auditrices de la radio Alternative FM, bienvenue sur notre plage horaire réservée au débat, bien sûr sur Alternative FM, débat de société, pour sensibiliser la population sur les dangers ce soir de la migration clandestine. Nous recevons donc dans le studio de la radio Alternative FM M. Luca Iotti, président bien sûr de l'association Bambini nel Deserto, Madame Laura Pignaghi, chef, je pense que je prononce ça pas très bien, ben, tu vas corriger après, chef de mission du projet Réseau Exodus, M. Adando Mohamed, qui est référent technique du suivi des flux migratoires au projet, bien sûr, Réseau Exodus, et M. Moussana Ibrahim, coordinateur local du projet Réseau Exodus à Agadez. Bonsoir, chers invités. Bonsoir, les amis. Bonsoir.
Donc, nous allions bien sûr commencer par vous demander de nous présenter d'abord l'association Bambini nel Deserto et ce projet Réseau Exodus. Monsieur Luca. Bon, Réseau Exodus, c'est un projet de l'ONG Bambini nel Deserto avec les fonds du ministère des Affaires étrangères italien qui a bien apprécié notre proposition de venir ici pour comprendre c'est quoi la migration. La migration, c'est un problème. Je crois que pour comprendre un problème, c'est nécessaire de comprendre où il naît le problème. Agadez, c'est un carrefour de passage fondamental pour toute l'Afrique occidentale, pour la migration. Et nous sommes venus ici pour comprendre et pour fournir des alternatives à la migration. Bambini nel Deserto, c'est un ONG qui travaille en plus de 10 pays africains, dans les pays du Sahel, comme le Niger, le Mali, le Tchad, encore le Burkina, le Ghana, le Togo, le Bénin, la Mauritanie et le Sénégal. Et ce sont tous pays qui sont pays où il départ beaucoup de monde qui cherchent l'aventure, qui la traverse l'Afrique occidentale, il traverse le désert et il arrive sur les côtes de la mer Méditerranée. Et l'aventure, c'est pas fini. Il y a encore les mers, il y a encore les lois européennes, il y a beaucoup de problèmes. Bon, la philosophie de notre ONG, il dit que la migration, c'est un droit de l'homme. Nous ne sommes pas ici pour arrêter la migration. Je crois que c'est nécessaire qu'un homme qui a des problèmes, la survie, la survivance de son vie, qui n'a pas les moyens pour vivre en tranquillité, en liberté dans son pays, il a le droit de partir. Et jamais une personne n'a le droit d'arrêter lui ou d'appeler lui criminel pour faire ça. Je crois que c'est nécessaire que la migration soit régularisée, c'est bien compris. Je crois que c'est nécessaire que les migrants comprennent qu'est-ce qu'il passe quand ils sortent à Agadez. Qu'est-ce qu'il passe sur le désert du Ténéré, la Libye avec tout son problème, le problème des milices armées, et encore les problèmes des bateaux, et encore les problèmes des lois européennes, et première l'Italie, qui a imposé des lois qui sont contre le droit de l'homme. C'est comme ça que notre ONG se bat pour comprendre la migration, pour fournir des alternatives ici à Agadez avec des projets de jardins, de formation, d'ateliers pour les femmes et des autres choses encore. Parce que nous croyons que ça, c'est la première étape d'un grand travail faire ensemble. Merci M. Luca. M. Adando, si vous pouvez compléter par rapport au projet Exodus, s'il y a quelque chose à compléter, je vous laisse la parole. Voilà, je vous remercie M. Rachid et à travers vous la radio alternative pour l'occasion que vous nous offrez afin d'éclairer les lanternes de vos auditeurs sur les questions de migration. Parce que moi je n'interviendrai pas assez sur le projet parce que le coordinateur du projet est là, le président le représentant de l'ONG Gage, il y a le président de l'ONG Bambini nel Deserto, le président, et puis il y a Madame Laura qui représente aussi le réseau Exodus. Et ils sont mieux placés que nous pour vous donner tous les éléments sur le projet, mais j'ajouterai seulement ici que c'est un partenariat Bambini nel Deserto ONG Gage. Nous particulièrement nous appuyons le réseau pour la collecte des données statistiques. Je pense que nous allons revenir là-dessus pour que l'opinion ait une idée aussi approximative soit-elle sur les flux migratoires, sur le plan, si vous voulez, nombre de migrants qui entrent à Agadez, qui sortent d'Agadez ou bien qui sont refoulés de Libye ou qui reviennent volontairement parce que c'est un aspect aussi important. Il y a des gens qui après un séjour à l'étranger, quand même, ils reviennent parce qu'ils ne sont pas partis dans le but de rester définitivement, même si ça arrive à beaucoup de ces migrants-là. Donc je disais que c'est un partenariat entre deux ONG, nous les appuyons sur le plan de la collecte des données et puis aussi de l'analyse afin que tout le monde comprenne que les flux migratoires, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose de nouveau, on dit que c'est aussi vieux que le monde, hein.
certaines nations sont construites à partir de ces migrations-là, ça c'est connu. Mais je pense qu'on ne doit pas rentrer dans les débats, on va revenir là-dessus. D'accord. Mais il faut entendre que les migrations, comme ça doit être, je veux dire, géré. Ce n'est pas dans les désordres. Il y a des risques. Ceux qui partent, c'est vrai, le président l'a dit, il faut qu'ils sachent où ils vont, pourquoi ils vont et quand est-ce qu'il faut aller. Peut-être donc, il y a des tas de questions qui se posent. On ne peut pas empêcher l'homme de se mouvoir, ça fait partie de la mobilité humaine, mais pour le moment, voilà les quelques... D'accord, merci M. Adando. On va revenir donc avec Mme Laura Pignagui. Oui. Je crois que j'ai rectifié, donc allez-y, je vous Moi, écoute. c'est pas un problème. C'est Laura Pugnaghi. Bon, mais bonsoir à tout le monde et merci beaucoup encore une fois. Et je crois qu'ils ont déjà bien expliqué le projet. Je voulais juste ajouter une chose que je crois que c'est très important parce qu'on a bien expliqué que le projet est basé ici. Il a été démarré ici à Agadez, il est complètement basé ici. Mais en fait, je trouve que c'est très important aussi pour l'Italie, un projet comme ça, parce qu'on va amener des informations, on va informer, on va sensibiliser aussi les gens d'Italie. Et c'est important de faire savoir à les Italiens que les immigrés qui arrivent en Italie, ils ont commencé leur voyage en Afrique. Et le voyage est très long, très dur, et ça coûte cher, et il est surtout très dangereux. Et je trouve que c'est important d'amener cette typologie d'information aussi en Italie pour les Italiens. D'accord, merci. Monsieur Moussana, vous avez quelque chose à ajouter pour une entrée en matière? Oui, bonsoir. Et Bonsoir. merci Rachid et merci aussi à la radio alternative. Et mes collègues ont presque tout dit. Je vais juste ajouter, comme on parle du réseau Exodus à Agadez, il y a aussi, à part la collecte des données et le traitement des données dont mon collègue a parlé, et le réseau Exodus fait d'autres activités pour contrer, pour maintenir ceux qui sont revenus dans la commune urbaine d'Agadez ici. En l'occurrence, suite au conflit libyen, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés à Agadez. On essaie, avec le réseau Exodus, on essaie de les maintenir ici à travers des activités comme le maraîchage. Donc on a pillé jusqu'à 6 sites maraîchers qui contiennent à peu près une soixantaine d'individus, hommes et femmes revenus de la Libye, pour les fixer afin d'essayer de contrer ces migrations. On a pu ici une centaine de femmes aussi qui sont revenus de la Libye, une centaine plus tout ce qui les accompagne comme leur charge en famille. Il y a aussi des jeunes qui ont été formés aussi pour être fixés ici et pour un peu contrer ces phénomènes de migration. Là, on essaie d'appuyer ce genre de personnes qui sont de retour au bercail afin de s'installer. Et je vais peut-être profiter pour poser une question dans ce sens. Et dans ce système de fixation que vous faites des jeunes, il n'y a que la filière du maraîchage que vous avez ciblée ou bien il y a d'autres filières? Et on a, à part la filière maraîchage, il y a aussi les AGR, activités régénératrices de revenus. Ça, c'est au profit des femmes revenues de la Libye, et qui ont été formées, qui ont réussi la formation en AGR, vie associative, avec d'autres formations transversales, qui les ont amenés à s'organiser en groupement féminin aujourd'hui. Les 100 femmes aujourd'hui sont devenues 5 groupements féminins. Et maintenant, chaque groupement est là spécialisé selon la filière dont il a été formé, parce qu'il y a jusqu'à 4 secteurs de formation. D'accord. Donc, à part ça, il n'y a pas de formation professionnelle réservée à ces jeunes? On a formé 8 jeunes en mécanique motopompe et en maintenance des systèmes photovoltaïques, c'est-à-dire des installations sur les énergies renouvelables. Tout à fait, solaire, tout à fait, ok, d'accord. D'accord. Donc, Monsieur Lucas, je reviens à vous.
Je vais vous poser une question qu'on entend presque partout. C'est vrai, vous avez tout à l'heure évoqué le ministère des Affaires étrangères italien et vous avez dit qu'il est nécessaire que la migration soit régularisée. Mais il y a beaucoup quand même, dans la ville, d'aucuns pensent, il y a des gens qui pensent que, en fait, des ONG occidentales qui viennent dans ce sens, c'est tout simplement pour appuyer l'Union européenne à dissuader. Donc vous êtes complice en quelque sorte, c'est de ça qu'on vous accuse. Hein. Dans la rue, l'homme de la rue, c'est comme ça qu'ils pensent, que vous êtes là tout simplement pour aider l'Union européenne à contrecarrer ce phénomène, d'autant plus qu'on se rend compte que des frontières comme Frontex et autres, des projets aussi lourds, n'ont pas réussi vraiment à arrêter ce phénomène. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces détracteurs? La politique de la Communauté européenne en rapport à la migration, je crois que c'est une politique qui a des problèmes d'application. Il y a des problèmes d'application parce que je crois qu'il n'y a pas la compréhension de qu'est-ce qu'il pense de l'Afrique occidentale. Parce que s'il y a la compétence de comprendre les problèmes de l'Afrique, l'Europe vient à changer son politique. Je parle pour mon pays, je crois que parce que l'Italie c'est un pays, c'est le premier pays d'importation des migrants. C'est pas un pays où les migrants s'arrêtent maintenant, parce que maintenant même l'Italie a des gros problèmes économiques. C'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée en Europe. Oui, c'est la porte d'entrée dans l'Europe, à l'Afrique, et pour nous, de la notre ONG, c'est la porte à sortie pour venir ici. C'est une porte. Comme Agadez. Même Agadez, c'est la porte du désert et c'est le principal pont de passage de l'Afrique. Parce que maintenant, les Africains de l'Afrique occidentale ne passent jamais pour la Mauritanie ou le Maroc ou l'Espagne, parce que là-bas, c'est tout fermé. Le Niger, il y a un problème de frontières, il y a une grande frontière. C'est difficile de contrôler bien la frontière. Je crois que c'est nécessaire que l'Europe s'engage à changer les lois en Europe. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est de comprendre les routes de migration et permettre à les personnes de voyager en sécurité, parce que la sécurité, vous connaissez combien il va déterminer des morts dans les déserts. Absolument. Et en plus, je crois que c'est nécessaire que toute l'Europe, tout le nord de la monde, s'engage plus pour permettre aux Africains de vivre en dignité dans son pays. Exactement. Et je ne sais pas, Laura, je vais revenir à vous donc pour compléter cette question. Par rapport toujours à votre travail en tant qu'ONG internationale, venu de là-bas, qui donne l'image d'une instance aussi qui est là pour un tout petit peu bloquer, décourager. Qu'est-ce que vous avez réellement à dire par rapport à cette affaire, pour compléter un peu, M. Luca? Et je vais peut-être aller un peu plus loin. Qu'est-ce que l'association Bambini nel Deserto et d'autres associations occidentales font pour pousser l'Union européenne au respect des droits de l'homme? Parce qu'il y a beaucoup de conventions, beaucoup de droits qui sont piétinés à travers la volonté téméraire de l'Union européenne à arrêter ces migrants-là. Oui. Bon, je crois que c'est un travail très difficile, mais ça, on n'est pas découragé pour ça. On veut vraiment faire quelque chose. Et donc, je crois que l'unique solution, c'est vraiment la coopération. C'est-à-dire de travailler ensemble, nous, les Européens, avec les pays d'Afrique. Et donc, je trouve que notre projet, c'est pas... C'est ça. C'est un projet de coopération. On a vraiment travaillé ensemble. Et on n'a pas trouvé encore une solution. Ça, c'est vraiment difficile à trouver. Mais je pense que petit à petit, avec une coopération comme ça, avec le travail d'ensemble, on peut la trouver. Seulement si tout le monde est d'accord au respect des droits de l'homme. Oui, parce que ça c'est la condition sine qua non. Et c'est tout, je crois. Et y a-t-il un travail de plaidoyer là-bas en Europe? Est-ce que les ONG font un travail de plaidoyer auprès de la Commission de l'Union européenne pour la pousser vraiment au respect de ces droits de l'homme? À votre connaissance? Je crois que ce n'est pas encore suffisant, le travail des ONG pour arriver à une solution de cette typologie. Ce n'est pas encore suffisant. Donc,
Ça reste du chemin. Ouais. D'accord, monsieur Moussana, donc je reviens à vous. En tant qu'ONG locale qui coopère avec une ONG internationale, quelles sont les suggestions que vous remontez à cette ONG partenaire par rapport à ce que vous connaissiez mieux qu'eux, de ce que vivent vos populations? Est-ce que vous avez l'habitude de leur faire des suggestions dans le sens de la création des emplois, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des AGR, mais de manière un peu plus poussée et plus intéressante, afin vraiment de motiver ces jeunes à rester? Parce que les discours sont beaux, mais comme on le dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Oui, monsieur. Et nous, en tant qu'ONG locale, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous faisons beaucoup d'activités à l'endroit des migrants de la commune urbaine d'Agadez. Alors que là, avec l'ONG internationale, on parle des migrants qui passent par Agadez. Donc ils ne sont pas d'Agadez, quand ils viennent ici, ils sont des passages. Donc ce que nous faisons, c'est la production des bulletins d'information pour informer la communauté internationale à travers l'ONG Bambini de ce qui se passe à Agadez sur ces flux migratoires. Donc maintenant, actuellement, je crois que le président de l'ONG Bambini sait mieux que moi, et il me l'a confirmé, au niveau international, à l'Europe, l'information que nous fournissons à partir d'Agadez est partie loin. Aujourd'hui, l'Europe sait exactement ce qui se passe à Agadez sur ces migrations-là. Et même l'Union européenne a commencé à tourner certains de ces financements sur les flux migratoires. Je crois que c'est déjà bien. Nous avons beaucoup avancé sur ces plans. Maintenant, en tant qu'activité pour fixer les migrants qui sont des passages, qui ne sont pas d'Agadez, ça c'est pas facile. C'est pas facile. On peut contrer l'immigration pour les autochtones de la ville d'Agadez. Ça on le fait. On a prévu beaucoup d'activités en ce sens avec l'ONG Bambini. En 2014 là. Dans le futur, je ne peux pas dire que c'est en 2014, mais c'est un projet, une deuxième phase du projet qui vient de circuler. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues, c'est-à-dire la continuité de formation en AGR, les activités sur les énergies renouvelables au niveau de l'agriculture. Ça, c'est prévu dans la suite du projet. Mais je ne peux pas dire qu'on a quelque chose à faire dans ce sens pour ceux qui sont des passages. Non, moi je vous parlais effectivement de ceux qui résident dans la région, ceux qui sont vraiment les natifs de la région. Parce que Agadez, c'est aussi une zone de tradition migratoire en réalité. La Libye, l'Algérie, c'est notre quotidien, nous les jeunes d'Agadez aussi. Donc je pense que quand je parlais, c'est surtout pour eux. Donc quand même la jeunesse peut retenir que bientôt à très court terme ou à moyen terme, il y aura vraiment des projets d'aide vraiment à la jeunesse pour qu'ils puissent se prendre un tout petit peu en charge. Et je pense que vous avez parlé d'agriculture, je pense qu'il faudrait aussi mettre l'accent sur l'information. C'est très important d'informer, de sensibiliser la population aussi. Monsieur Adando, je reviens à vous. Par rapport à ces chiffres, dernièrement, je me rappelle, vous m'aviez donné ces chiffres, donc les bulletins que vous publiez chaque fois. Donc j'étais à Niamey et j'ai présenté ça à un ami qui m'a dit que non, mais ça est-ce que c'est pas des chiffres gonflés? Est-ce qu'on n'est pas en train de bourrer les chiffres? Bon, quand même les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent. Maintenant c'est à vous de pouvoir les convaincre. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux chiffres qui paraissent dans ces bulletins? Merci M. Rachid, vous posez vraiment une question intéressante parce que vraiment il y a problème en matière de chiffres, si vous voulez, des statistiques. C'est un travail qui doit être fait parce que c'est une information. Absolument. Souvent on dit les chiffres parlent d'eux-mêmes. Cela veut tout dire. Mais moi avant d'arriver aux chiffres,
je voulais quand même compléter mes collègues en disant que cette question de migration, si vous voulez, le terme peut-être contré n'est pas approprié. Exactement. Par exemple, pour le cas du projet des deux partenaires là, c'est mis appui à la formation professionnelle pour contrer l'immigration. Peut-être le mot contrer est un peu gênant, mais en fait ici il s'agit de créer les conditions sociales et économiques pour retenir les jeunes comme vous, pas seulement les jeunes, mais quand même nous avons mené des enquêtes qui montrent que vraiment c'est la jeunesse. Absolument. Vous savez, on dit que c'est le potentiel productif économique qui émigre. Je pense que c'est une autorité de la République du Niger qui le dit. C'est tout à fait vrai. Et la jeunesse, c'est le potentiel, c'est la jeunesse, l'avenir de nos pays. C'est pas seulement le Niger. Donc, cette question d'immigration, il ne faut pas la dissocier du développement en général. Donc, ça, c'est extrêmement important. Maintenant, c'est qu'il faut faire des investissements, je dirais, d'avenir. On parlait tout à l'heure de l'Union européenne qui va commencer à s'intéresser, ou qui s'intéresse déjà à ces volets-là, en ce sens qu'en créant les conditions pour occuper les jeunes, pour qu'il y ait la paix. Ça aussi, s'il y a la paix, il y a le développement, les jeunes ils vont rester. Maintenant, il n'est pas dit que la mobilité, si vous voulez, pour utiliser le mot des spécialistes, va s'arrêter. C'est sûr, entre le Niger, l'Algérie, la Libye, les migrations vont continuer. Il y a des Nigériens qui sont en Italie, qui sont en France, vous voyez tout cela. Mais moi je pense qu'il ne faut pas dissocier migration et développement. Il y a une relation étroite. Toujours est-il que on sait qu'il y a des migrants qui ne partent pas, par exemple parce que c'est la sécheresse qui les pousse à partir, même s'il y en a. Il y en a qui ont des raisons personnelles, il y en a qui ont le goût de l'aventure seulement. Le goût de l'aventure, donc les raisons sont énormes. Mais ce qui, sans entrer dans les longs débats, vous savez, il y a les médias, les débats politiques, tout ça, tout le monde s'en mêle ces sujets-là. Ce qui fait qu'on a l'impression que ces migrations-là, c'est vraiment un danger. Vous l'avez dit vous-même au début, vraiment il y a des nations qui se sont constituées sur l'immigration, c'est indéniable. Absolument. Pour la ville d'Agadez qui est, je dirais, un carrefour, un centre de transit, il y a des retombées économiques. Maintenant, avec d'autres conséquences certainement négatives. Donc tout ça là, nous, le travail que nous faisons par rapport aux statistiques, c'est pour, comme je le disais, donner une certaine information. Visibilité. C'est un travail qui n'existe pas, si vous voulez, de manière vraiment formelle, à part le travail que fait, par exemple, la police, qui enregistre les migrants qui entrent dans la ville d'Agadez, pour donner une idée. Et là, l'autorité peut, en fonction de ça, prendre des dispositions pas répressives, parce que des fois c'est l'aspect répression qui effraie tout le monde. Donc l'autorité peut savoir combien rentre et quelles mesures prendre, ne serait-ce qu'économiques, sociales, parce qu'il y a des conséquences économiques positives, tout comme il y a des aspects négatifs. Ça c'est indéniable. Maintenant, pour revenir aux chiffres. Nous, les chiffres que nous mettons dans notre bulletin, vraiment, il y a des sources, des données que nous prenons à la DRPN, la Direction Générale de la Police, et qui, je dirais au passage, ne nous a jamais posé de problème pour accéder à ces chiffres. C'est automatique. Et je salue ces partenariats, comme celui que nous avons avec les médias et d'autres partenaires. Donc, ce sont ces chiffres-là, il y a des sources. Maintenant, il y a d'autres données que nous recueillons ici, à la sortie, le poste du Durkou Agadez, comme on l'appelle, pour ceux qui sortent. Là, nous faisons une sorte de pointage. Et là aussi, je vous dis que vraiment, nous rencontrons la compréhension
de tous ceux qui font, de tous les acteurs qui sont impliqués, que ce soit les chauffeurs, les transporteurs et même la police. Donc c'est un travail fiable, c'est de données qui sont incontestables. Donc ceux qui vous disent que c'est gonflé, c'est ceci, et plusieurs sources s'accordent à dire que nous n'avons pas, si vous voulez, on approche de la réalité, mais il y a un nombre important de migrants qui rentrent dans la ville d'Agadez, dans la région d'Agadez, mais qui ne sont pas pris en compte parce qu'il y a plusieurs ici, plusieurs ici, je mets les mots entre guillemets, la police, il faut dire les choses, il ne faut pas faire de la démagogie, elle n'a pas assez tous les moyens qu'il faut, c'est vaste quand même. Vous voyez? Donc ça, tout le monde en est conscient. Et nous, les chiffres que nous produisons, c'est pour informer tous les acteurs, pour qu'ils regardent les choses en face. Parce que des fois, on passionne les débats. C'est vrai, quand il y a des gens qui meurent dans les ténérés, cela suscite beaucoup de moi, c'est tout à fait normal. Ces tragédies-là, c'est elles qui contribuent également à dramatiser cette question de migration. Maintenant, pour revenir exactement aux chiffres, nous avons commencé la collecte, par exemple au poste d'Urquois Agadez, le 4 mars 2013. Et si vous voulez, le comptage, parce qu'il faut l'appeler comptage, il s'est arrêté en décembre. Alors, certes, il y a des fois, on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous allez constater que les chiffres montent, ils descendent, comme on dit. Bon, des fois, quand l'autorité prend des mesures restrictives cette fois-ci, des mesures, si vous voulez, restrictives, comme vous dites, parce qu'on dit aux gens de se conformer. À quoi? On dit au texte du pays. Par exemple, s'il arrive, par exemple, se mettre en conformité avec la réglementation en matière de transport. Voilà un exemple que je donne. Donc là, si vous exigez cela, les départs, c'est... Et généralement, quand ils disent ça, c'est de quels documents ont-ils besoin? Il faut avoir au moins de l'assurance, il faut avoir un titre de transport. Ah, pour les véhicules, hein. Vous parlez des véhicules de transport. Les véhicules de transport, par exemple. Donc tout ça, quand vous transportez des personnes humaines, il faut des garde-fous. Des fois, c'est là qu'il y a certaines incompréhensions, certains conflits. Donc, pour revenir aux chiffres, je disais, nous avons commencé le 4 mars. On a fini, si vous voulez, le travail continue, bon, selon les périodes où on peut collecter les données. Donc, de mars à décembre 2013. À décembre 2013, vous avez 40 350. 350 migrants. Voilà, personnes, ça sont les migrants qui ont quitté ici Agadez en direction de Durko. Voilà. Et nous nous sommes intéressés à la destination finale, envisagée par les migrants, surtout d'autres pays. Parce que je préfère ne pas dire étrangers, parce que c'est de la CEDEAO, les Béninois, les Ivoiriens ici, c'est la CEDEAO, c'est comme chez eux, c'est comme nous tous. Donc, parmi les 40 350 là, vous avez 19 218 non-nigériens, appelons-les ainsi. Ok? Donc 19 218 non-nigériens, et pour les Nigériens, vous avez 21 132. C'est des chiffres vraiment incontestables. La question genre peut vous intéresser. 435 femmes. Sur le tout. Sur le tout, oui. 400 femmes. 435. 435. Voilà. Le genre n'est pas respecté, Laura. Non, pas du tout. Ou bien les femmes n'ont pas besoin de ce quota-là. Voilà. Vous voyez que c'est intéressant ici. Ouais. C'est pour ça que je vous dis le travail il est intéressant.
Vous avez les non-nigériens qui représentent 48% et les Niger 52%. Je vois que c'est très proche. Ouais. Bon, la DRPN que je vous ai parlé des difficultés qu'elle a de collecter. Et pour les entrées, ça fait, c'est important quand même, c'est 11 661 jusqu'au 14 janvier. 11 661. Pour l'année 2014. Ça, ce sont les migrants étrangers. Hein. De mars à... Non, ça c'est de janvier à aujourd'hui. De janvier 2013 à janvier 2014. Ah, ok. D'accord. Ok. Donc c'est ça pour les... D'accord. Ok. Monsieur Lucas, je reviens à vous. Nous entendons sur tous les médias, nous entendons dans la diplomatie, la politique, on nous parle chaque fois d'aide au développement. Nos sources nous disent que en 2006, 325 milliards de francs CFA sont rentrés en termes d'envoi effectué par ces migrants vers l'Afrique de l'Ouest seulement. Ça représente, il paraît selon les statistiques, 10% du PIB, selon la Banque mondiale, les statistiques de la Banque mondiale. Alors que l'aide, ça fait plus du triple de l'aide au développement enregistrée par les pays de la CEDEAO en 2006. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ces chiffres qui parlent? Parce que ces chiffres nous expliquent que la migration est source d'économie, de richesse aussi pour les familles restées au pays. C'est clair que les migrants, ils partent pour la Libye, pour l'Algérie ou pour l'Europe, pour améliorer pas seulement la vie des migrants directs. Nous connaissons bien en Italie que derrière les migrants, il y a une femme, il y a un enfant, ou plus enfants, il y a les parents. Ça, c'est clair, c'est innégable. C'est important. C'est comme ça que je dis que nous ne sommes pas ici pour arrêter la migration. Nous sommes ici pour comprendre les dimensions de la migration et pour solliciter le nord du monde à organiser la sécurité des migrants. Et l'alternative des travailleurs sont pas parce que les personnes qui partent, qui viennent vivre en Europe, qu'ils gagnent, ils ne vivent pas en bonnes conditions. Il n'y a pas la même vie, parce que la vie en Europe c'est différent. Ce n'est pas seulement une question de climat, c'est une question sociale. C'est une question, il n'y a pas la vie en Europe pour un Africain, ce n'est pas la vie qu'il fait à son village ou à son ville. C'est différent. Il n'y a pas les rapports sociaux que vous avez développés ici. Dans l'histoire de l'Afrique. Je crois que migrer, c'est un droit, mais c'est nécessaire que l'Europe s'engage plus encore pour investir ici avec des bons programmes de coopération, avec des programmes que l'argent arrive directement où c'est nécessaire. Parce que vous connaissez plus que moi que l'argent qui arrive dans l'Europe, il y a beaucoup d'euros. Non, le désert, il y a une seule piste, ici à l'arbre de Ténéré à Dirkou. Mais l'argent qui vient de l'Europe, il prend beaucoup d'euros. Et entre-temps, il s'infiltre. Et ça, c'est le problème. Si l'Europe s'engage à comprendre bien, il va terminer où? C'est l'Europe et les pays du nord du monde, il y a plus confiance avec les ONG sérieuses. Parce que je suis italien et je connais qu'il n'y a pas tous les ONG, ils travaillent correctement. Alors c'est nécessaire de vérifier bien qu'ils travaillent, qu'il y a les résultats de son travail, investir sur les ONG sérieuses qui sont réellement intéressées à le développement des pays et parallèlement organiser une bonne route de migration en rapport à les nécessités de le nord du monde. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent qui arrive dans l'Europe. Mais il y a beaucoup des Africaines, et pas seulement des Africaines, qui en Europe, ils travaillent illégalement, dans des conditions difficiles. Illégalement, et il y a des autres qui travaillent dans la criminalité, parce que même notre loi, sont les lois italiennes qui ne permettent pas de travailler dans la légalité. Parce qu'il nous fait beaucoup de problèmes pour les permis de séjour. Nous avons organisé des structures détentives qui sont presque de la guerre. Non, de la guerre
connaît. Alors c'est nécessaire de travailler sous plus pistes. Assouplir les pistes pour leur permettre d'avoir du travail facilement. Je crois que les personnes qui décident de partir, c'est nécessaire qu'ils vont partir, mais c'est nécessaire que les personnes qui ne partent pas avec la disparition de leur cœur et avec la tête bien claire de l'objectif, et il connaît déjà quand il arrive en Europe qu'il y a des chances de travailler dans l'agriculture ou l'industrie, mais il ne porte pas. Mais c'est nécessaire de partir avec la conséquence de temps futur. Mais quand les visas sont empêchés, je vous dis, quand vous partez ici à Niamey, dans les ambassades européennes pour demander le visa Schengen, c'est tout un casse-tête. Donc, vous partez, moi je vous dis, l'expérience, j'ai vécu le cas et j'ai vu réellement ce que c'est. On vous traite carrément comme n'étant même pas dans votre pays. C'est vrai que une représentation diplomatique, ce n'est plus le territoire du Niger, c'est certain, mais n'empêche quand même des gens qui viennent en toute légalité, qui ont vraiment des papiers qui attestent qu'elles ne vont qu'en congé ou en mission ou en formation, en atelier. Malgré ça, on les bloque. Donc c'est normal que quelqu'un qui vient dire moi je vais partir, je vais migrer, je vais partir chercher. C'est une logique qui les bloque. Et alors quand c'est difficile, vous voyez récemment la barrière d'Irkou par laquelle sortent les gens pour aller, elle a été bloquée par les autorités nigériennes. D'aucuns pensent d'ailleurs que c'est toujours l'Union européenne qui a demandé de bloquer. C'est un peu drôle, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça amène comme conséquence? Il y a beaucoup qui font de la fraude pour aller et qui meurent en cours de route. Donc tout ça là, c'est des problèmes. Je reviens à Laura. Laura, je vais peut-être te demander. Selon les médias, l'Europe est en train de vieillir. Oui, ça c'est clair, c'est vrai. Et on est très d'accord avec ça. Et je crois que, surtout en Italie, c'est important de faire savoir à les Italiens que notre pays, maintenant, il marche grâce à les immigrés. Voilà. Les immigrés, c'est la nouvelle force de l'Italie. On a aussi une journée qui s'appelle Un jour sans nous, et c'est le 1er mars. C'est le jour que les immigrés vont faire la grève pour démontrer à les Italiens que si tous les immigrés restent fermes, sans travailler, l'Italie va s'arrêter un peu. S'arrête aussi, oui. D'accord. Et en plus, si je peux ajouter une autre chose, vas-y. C'est que maintenant on continue à les appeler immigrés, mais ils sont des Italiens. Ouais. Ils sont nés en Italie, ils parlent italien, ils connaissent l'histoire de l'Italie, et donc il faut dire qu'ils sont des Italiens. Absolument. Donc ma question, effectivement, vous avez presque répondu à ma question. D'accord. Ce que j'allais dire, pourquoi est-ce que les ONG que vous êtes ne font pas des plaidoyers pour expliquer à vos gouvernements que par rapport au fait que la migration constitue une main-d'œuvre assez conséquente, sinon primordiale pour vos économies, par rapport au fait que votre population est en train de vieillir, il serait quand même profitable aussi pour vos pays de créer un système vraiment qui permettra au moins une fois par an ou bien une fois chaque 5 ans d'absorber un certain nombre de ces migrants, de les régulariser. Oui. Ça vous permettra, je pense, c'est ce que je crois, ça vous permettra de combattre même la criminalité et d'autres problèmes aussi. Oui. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que vous faites dans ce sens ou bien qu'est-ce que vous envisagez de faire dans ce sens? Et en fait, on a déjà des lois plus ou moins comme ça. Et le problème, c'est qu'elles ne sont pas trop bien faites, cette loi. Et donc, il y a toujours des problèmes avec la régularisation des permis de séjour des immigrés. Il y a toujours beaucoup de personnes sans papier et avec beaucoup de problèmes. Donc, pour améliorer ça, je crois qu'il faut complètement supprimer la loi qu'on a maintenant, parce que ce n'est pas bien fait. Et il faut le faire à nouveau avec la conscience de la force et de l'importance de l'immigration. Et surtout, sans n'oublier jamais qu'on a signé des choses comme la Déclaration universelle des droits de l'homme et donc ou comme la Convention de Genève, toutes ces lois qui sont très bien faites.
Et en plus, on a une constitution très bien faite, mais la loi qu'on a maintenant sur l'immigration va contre notre constitution. Donc, il faut supprimer ça et en faire un nouveau, je crois. On est en train de faire des propositions pour une nouvelle loi, mais... C'est difficile. Oui, c'est difficile surtout parce que c'est le gouvernement finalement qui doit changer la loi. Tout à fait. Monsieur Arando, vous voulez intervenir par rapport à cette question aussi importante que de régulariser, comme il l'a dit, nécessité de régulariser la migration. C'est réel, c'est impératif qu'on la régularise. Mais comment? Qu'est-ce que vous pensez? J'ai donné quelques pistes. Qu'est-ce que vous pensez? Il y a d'autres pistes qu'on pourrait explorer pour rendre cette mobilité fluide et sans accroc? Bon, moi je pense que, comme on dit en regardant les choses telles qu'elles sont, c'est qu'il y a des États, des regroupements d'États. Vous avez parlé de l'Union européenne, il y a la CEDEAO, il y en a plusieurs, ces organisations. Et je pense que les États se sont donné des textes, les organisations se sont donné des textes, elles ont réglementé les choses, voilà comment elles doivent se faire. Et moi je pense qu'il faut respecter ce texte-là. Je suis d'avis que certains États, ils ont réglementé, ils ont des conditions pour avoir une nationalité, pour être naturalisé, ainsi de suite. Maintenant, moi, vous savez, ma préoccupation, c'est surtout ces flux qui est important, qui est source parfois de mésaventures, parce que je regarde les chiffres que nous avons, et ça c'est des données vérifiées. Hein? Et, par exemple, les refoulés, vous avez cette année, pour 2013, il y a 5404 refoulés. De la Libye. Mais il y a les retournés volontaires, hein? Comme je l'avais dit auparavant, ils sont 12 521. Vous voyez? Mais pour les autres pays de la CEDEAO, le Niger étant dans la CEDEAO bien sûr, pour les autres pays de la CEDEAO, les refoulés c'est 2787. D'accord. Vous voyez? Donc, moi ma préoccupation pour nos frères qui émigrent, c'est que des fois ils vont sans aucun document exigé. Vous voyez déjà, si vous lisez les bêtes, vous allez voir déjà qu'ils n'ont aucune pièce d'identité. Oui, mais ils le font exprès pour faire perdre la trace. Mais moi, je pense qu'en réalité, M. Arando, quand je vois sur les médias de la manière dont les Roms, un peuple européen à la peau rouge comme les Européens, est maltraité, je pense que le noir n'a pas forcément de chance en Europe. Donc, autant vraiment encourager des projets de fixation de nos jeunes sur place pour qu'ils puissent vraiment se prendre en charge et contribuer au développement de nos pays. Donc on va essayer d'écouter peut-être le témoignage d'un des jeunes qu'on a enregistré. Le témoignage qu'on avait enregistré, on va l'écouter pour entendre. En Libye, ça coûte de la pauvreté. J'ai quitté chez moi pour venir en Libye, pour me chercher, pour pouvoir savoir ma vie, pour connaître ma vie, pour vivre une vie normale. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que vous entendez par vie normale? Vie normale, c'est pour rester près de ma famille, me marier, avoir une boutique. Bon, c'est bon. Hein? Pouvoir subvenir à vos besoins, quoi. Oui. Voilà. D'accord. Et la durée du voyage, vous disiez que le voyage a duré combien de temps? Maintenant, ça fait 5 mois que je suis dedans. 5 mois que vous avez quitté le pays. D'accord. Et si je vous demandais d'estimer le coût, l'argent
CFA. Si je calcule normalement, si je calcule, ça va dans 1,2 million. 1,2 million pour une telle aventure. C'était au Mali, Algérie, d'Algérie à Libye. De Libye, aller à Tripoli maintenant. Ça vous a coûté 1,2 million. D'accord. Maintenant, dites-nous, on va revenir un peu sur le coût, mais dites-nous d'abord quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et les risques que vous avez encourus à travers ce voyage-là. Bon, sur le côté d'Algérie, moi je n'ai pas eu de risques. Simplement, je paie tous mes transports. Je suis arrivé à Algérie normalement. D'Algérie maintenant aller à Libye, Ters, c'est là qu'il y a eu des problèmes. Quel genre? Le problème que je veux dire, les commissaires qui sont là-bas, qui m'ont trop pris l'argent. Tu vois, non? C'est les Arabes. Je suis passé sur le côté des Maliens. Après, maintenant, je suis au moment donné les Arabes pour aller à Ders. On m'a pris moins 250 000. Tu vois, non? Je suis arrivé à Ders. Un mois à Ders, je suis là, je cherche à aller à Tripoli. On ne met pas des 200 000. Voilà à Tripoli. Il dit non, moi je n'ai pas 200 000, j'ai 125 000 à aller à Tripoli. Pendant ce temps, moi j'avais 330 000 sur moi, valeur CFA, mais tout en dinars. Bon, au bout de ça, on est resté à Ders un mois comme ça. Voilà, ils sont venus nous attaquer dans la chambre. On était au moins 1000 personnes comme ça. Attaquer comment? Bon, ils sont rentrés sur nous. C'est les militaires, c'est les rebelles. Bon, moi je n'en sais rien. Ils sont venus avec les 4x4. Quand ils sont rentrés. Et des armes aussi? Avec des armes. Ils ont tiré les gens même parmi nous. Ils ont tiré les gens parmi nous. Maintenant, on m'a fouillé l'argent qui était sous moi. On m'a tout pris. Avec ma carte d'identité, avec mes passeports. Ils ont tout pris. Maintenant, on m'a mis en prison. Je suis resté en prison là-bas, à Ders. Après, on m'a transféré pour aller à Sabaha. Ils ont dit que la prison de Sabaha est remplie. Ils vont nous faire retourner à Barak. Maintenant, on nous a amenés à Barak. On était enfermés à Barak. Pendant combien de temps? Pendant un mois comme ça. Mais il y a les gens qui ont fait 3 mois, 2 mois là-bas. Mais grâce à bon 2 mois, j'ai fait un mois. Je suis sorti. Et vous êtes sorti comment? Bon, un jour on était là, les gars demandaient ceux qui ont l'argent, on va les faire sortir, ils vont aller à Sabah. Ceux qui n'ont rien, on va les rapatrier à Troukou. Maintenant, on nous a embarqués nous tous. Après un mois, on nous a mis dans un camion, gros camion. On nous a embarqués maintenant. Moi j'ai perdu mon téléphone, ils ont tout pris. On m'a envoyé à Troukou. On a fait 6 jours dans le désert là, 6 jours. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas mangé. 6 jours. 6 jours. Parce qu'on a fait 2 jours, on roule, on ne boit pas l'eau. On est tourné nombreux, on est venu à la Croix-Rouge de Agadez ici. Tu vois, non? Bon, on nous a envoyé de l'eau, ils ont pris, les Arabes même, ils ont pris des 4x4, ils ont rempli de l'eau. Avec manger le riz, avec des marmites pour nous donner. Pas. Et maintenant, quand vous étiez en prison, ils vous ont maltraité, ils vous ont battu? Bon, en prison, on ne nous a pas battu. C'est à terre, on nous a frappé normalement. Voici les traces. Voici les traces. Mais est-ce qu'ils vous donnaient à manger correctement en prison? Bon, au barak, on nous donnait à manger. Vraiment manger. Ok. Et maintenant, donc, qu'est-ce qui vous a fait revenir au Niger pour maintenant en voie de retourner au Mali? Pourquoi vous êtes de retour? Bon, je vais me retenir parce que je n'ai pas d'argent encore. Pour aller à Libye actuellement, il faut avoir 400 000 ou 500 000 francs pour rentrer à Tripoli. Donc moi je n'ai pas d'argent. Il reste près de mes frères ici pour me débrouiller un peu, avoir un peu. Alors pourquoi je suis à Agadez ici? Donc, si maintenant vous avez, si tout de suite là, vous avez les 500 000, referiez-vous encore le trajet vers Tripoli? Tripoli, moi. Ou bien vous allez retourner à Caille? Moi, tu me donnes l'argent tout de suite. Je vais travailler ici. Je peux ouvrir une boutique ici, travailler ici, ou bien je me retourne chez moi. Mais plus jamais Tripoli. Tripoli, moi je ne pars pas à Tripoli encore, je ne vais plus à Tripoli. En Europe, bon, si je gagne l'Europe, ça me plaît. Mais pourquoi tu veux aller en Europe? Pourquoi l'Europe? Bon, c'est la vie facile, hein, quand en Europe. C'est la vie facile si tu travailles.
C'est la vie facile. Pourquoi tu penses qu'elle est facile la vie en Europe? Bon, chez nous ici, il y a la pauvreté. Tu vois, non? On cherche à donner à maman, on cherche à donner à papa, les frères, les sœurs. Maintenant, moi, ici, nous, on est 2 garçons dans notre famille, 2. Moi, il y en a un frère. Les restes, c'est femmes. Ils sont mariés. Donc, moi, je dois me battre pour nourrir ma famille. Donc, aujourd'hui, là, tout de suite, Adam, quel est ton rêve? Ton rêve aujourd'hui, c'est quoi? Mon rêve aujourd'hui, c'est d'avoir un fonds, de rester chez moi à travailler. Mais si je peux me permettre, Adam, comment tu penses avoir ce fonds-là? Mais parce que je n'ai plus de moyens. Moi, je n'ai plus de moyens. Même pour me retourner à Libye, je n'ai pas de moyens. Pour aller reprendre au Mali encore à 0 là, il sera trop en retard. Voilà pourquoi si je gagne un petit somme, je pars chez moi. Soit je fais un petit boulot ici, parce qu'il y a mes amis qui travaillent ici, qui sont mariés, les filles nigériennes ici. Pourquoi pas moi, je peux pas travailler ici, mais marier aussi. Tu vois, non? Voilà pourquoi j'ai les idées là dans ma tête. Je peux travailler comme eux, me marier comme eux. Tu vois, non? C'est la vie facile, quoi. C'est bon. Merci, Adam. Moi, je m'appelle Ousmane. Moi, je viens de Burkina Faso. Ma région, c'est Garango. Burkina Faso. Vous avez quel âge? J'ai 25 ans. 25 ans, tout jeune. D'accord, Ousmane. Pouvez-vous me dire, en fait, pourquoi vous avez quitté votre pays, votre famille, vos amis, vos parents, pour tenter cette aventure-là? La misère. C'est la misère qui m'a fait quitter ma famille. J'étais en aventure. C'est juste à cause de la misère. D'accord. Et ce voyage-là dure depuis combien de temps? En fait, tant que moi, ça fait un an, quelques mois maintenant. Et ça fait 1 an, quelques mois que tu as quitté ta famille. Et tu as les nouvelles de ta famille? Même vrai que j'ai les nouvelles de ma famille, j'ai les numéros. Parfois, on se coule ensemble. Jamais. Et depuis 1 an aujourd'hui, est-ce que tu peux avoir une estimation de cette aventure-là? Combien ça t'a coûté en CFA? En CFA, en fait, ça m'a coûté 350 000 francs. Pour venir. Et depuis que tu es ici, qui prend soin de toi, qui t'aide à subvenir à tes besoins? En fait, Dieu est là, puis je prends soin de moi-même. Et tu peux me dire les difficultés que tu as rencontrées dans ce voyage? En fait, c'est trop. Il y a des difficultés à vous faire parce que arrivé vers Niamey, mon agent est fini, j'ai obligé d'appeler mon oncle pour qu'il me fasse un transfert d'argent. En fait, il m'a envoyé un peu la bouche, puis il puisse me déplacer, arriver à Touraine. Le véhicule, c'est-à-dire le véhicule n'est pas de ici. Tout ça? Le véhicule n'est pas de ici à Touraine. Touraine. J'ai pris une moto 20 000 francs pour suivre la véhicule. Je suis resté au milieu du Sahel. Le pneu de la voiture, la moto éclatée. Je suis resté 18 avec Sahel là-bas. Il y a un autre camion qui est venu, j'ai pris ça encore. Arrivé jusqu'au cadre. Ça a truqué tous mes bagages déjà dans le véhicule, tout est perdu. Je suis resté seulement qu'un avec un pantalon. Oui. Donc c'était pas facile pour moi. Mais par la volonté de Dieu, avec les frères, j'ai réussi à me retrouver un peu. Donc en fait, j'étais là pendant quelques mois plus tard, j'ai vu on commençait à refouler les gens venant de la Libye. L'endroit où j'étais, parce que j'avais un frère là-bas qui est arrivé, entouré de quoi obtenir la fin, quoi. Mais avec ça, avec la famille, quoi, vraiment, c'est pas du tout facile. Le matin, 2 jours, 3 jours, il faut appeler la famille, avoir des conversations avec elle pour les remonter, fait que vraiment chez moi, ça va aller, vous la matez pas, ça va aller. Une fois, je suis retourné à la RSIC, je repartais encore à Dirkour. Arrivé à Touraine, on nous a fait retourner la véhicule, nous y va. L'armée a fait retourner le véhicule par rapport à ce que je suis resté à la RSIC. A tenu tout même avec les frères. Mais en tout cas, présentement, j'ai l'idée de retourner au pays. Mais avec le temps, j'aimerais un nouveau pays. Parce que avec le difficulté des moyens, quoi. Je suis encore à la RSIC, je tente de retourner à la famille. Aller voir la famille, c'est un plaisir pour moi de me retrouver avec la famille. Parce que quitter la famille, on n'a pas le choix de quitter la famille avec la misère de plus de quitter. Parce que c'est avec la famille, vous n'avez pas, qui n'a rien pour vous, allez finir pour vous discuter. Tu vois?
fait, maintenant, je ne pourrais pas passer. Ceux qui quittent là-bas, venir avoir des conversations avec eux. Une fois, j'ai même regardé une vidéo ici, vraiment, ça m'a découragé, quoi. Que nous sommes, nous les blacks, nous les nègres, tellement on nous traite là-bas, vraiment, c'est pas bien. Mais ça ne donne pas le courage encore de me retourner là-bas, quoi. Voilà. Toujours, moi aussi, si j'arrive à trouver de quoi obtenir ma paix, ou j'arrive à un petit sou, je pouvais découvrir un autre business, quoi. Pour me débrouiller, de me retourner là-bas, vraiment, c'est pas tout facile. Et aujourd'hui, c'est quoi ton rêve? Mon rêve, d'abord, c'est de réussir d'abord. Réussir pour avoir un petit... Oui, j'ai compris réussir, mais comment? Qu'est-ce que tu penses pouvoir faire pour réussir aujourd'hui, à part aller en Libye? Moi, ça c'est un projet, c'est un projet. Je suis sûr que je vais réussir. Je n'ai même pas de tout ça. Mais tu es convaincu que tu vas réussir chez toi sans partir en Libye ou en Europe? Chez moi, je vais réussir. Chez toi-même au Burkina Faso? Chez moi, pourtant, parce que le trajet que j'ai pris venir ici, ça m'a donné la conscience, quoi. Ça m'a donné la conscience. Comment avec ça, la conscience que j'ai eue en cours de route, avec ça, je pourrais être quelqu'un. Tu as compris que ce que tu as laissé à la maison là a plus de valeur que ce que tu penses à partir chercher ailleurs. C'est ça, autrement c'est ça. Vous avez trouvé même la famille, même si je mange moi avec la famille, au moins ça me suffit. Ça me suffit, vraiment ça me suffit. Merci Ousmane. Donc, retour au studio après bien sûr ce témoignage poignant, ce que j'ai laissé a plus de valeur que ce que je cherche. C'est avec ces mots de Ousmane que nous arrivons à la fin de notre émission. Mais avant de conclure, nous allons redonner la parole à M. Luka pour son mot de la fin. Vous avez entendu plein de rêves, plein d'espoir dessus. Qu'est-ce que vous avez à dire? Bon, c'est l'histoire de cette jeune que vous avez trouvée ici à Agadez. Ce sont l'histoire de beaucoup de jeunes qui partent, qui cherchent un avenir en Europe, que maintenant l'Europe, il n'y a pas. C'est fini, c'est fini l'époque dorée de l'Europe. De l'Eldorado. Oui. L'Europe, ce n'est pas un Eldorado pour les Européens. C'est pas possible qu'ils reviennent à un Eldorado pour des Noirs qui ne parlent pas les Italiens ou les Allemands. Le monde, il est changé. Le monde, il est changé. Et bon, j'avais un rêve, comme tous les amis que vous avez interviewés. Le rêve, c'est que les Africains, ils restent en Afrique parce qu'il y a la chance de vivre ici. Et pour faire ça, c'est nécessaire que les politiciens d'Europe et de l'Union du monde, pas seulement de l'Europe, ils vont comprendre qu'il y a une dignité, que c'est nécessaire de respecter les droits de l'homme, et même, je crois que c'est nécessaire, même un changement de les politiciens en Afrique, avoir même plus respect les droits de son frère. Ça, c'est nécessaire pour le futur. Pas seulement de l'Afrique, du monde. Du monde entier. Laura, vous avez un dernier mot? Bon, juste vous remercier beaucoup pour tout ce que vous faites, parce que je crois qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui travaille très bien à Agadez, et la radio alternative a nous permis de faire cette émission pour donner un peu des informations qu'on a trouvées avec notre travail. Et donc, un grand remercie à vous et aussi à notre partenaire Gage, et on espère vraiment de continuer ce travail ensemble. Monsieur Arando? Je dois à mon tour remercier la radio alternative pour les efforts qu'elle fait afin que les citoyens comprennent le travail que nous faisons. Nous le faisons pour permettre à la population, aux citoyens, de comprendre les enjeux. C'est extrêmement important. Tant qu'on ne pose pas bien les problèmes, on ne va pas bien les résoudre. Absolument. Et nous venons d'écouter les mésaventures de certains de nos frères. Hein? L'un d'eux, il est du Mali. Vous avez vu l'aventure qu'il a vécue. Il a dépensé 1,2 million. Vous voyez que des fois,
pour certains, on peut réussir comme on peut ne pas réussir. Celui qui n'a pas réussi, c'est que la chance, comme on dit, ne lui a pas souri. Mais je pense que les migrations, c'est un sujet qu'il faut regarder sereinement. Il faut bien poser les problèmes pour nous éviter ces drames inutiles. C'est notre potentiel, comme on dit, et l'avenir qui est en train d'aller en aventure, de mourir dans les déserts. Donc je pense que vraiment il faut une concertation. Parce que le problème aujourd'hui, il se pose entre les autorités, entre les autres acteurs qui sont impliqués dans la gestion de ces flux migratoires. Nous avons parlé des chiffres tout à l'heure, mais je vais vite. L'immigration, c'est un enjeu économique, c'est un enjeu social, c'est un enjeu culturel, c'est une dimension qu'il faut comprendre. La région d'Agadez, elle vit aussi de ces flux-là. C'est indéniable. Vous savez, dès que les flux s'arrêtent, des zones comme les Jado, elles ont des difficultés, et sans compter le reste de la région. Donc je pense que sereinement, il faut regarder les problèmes. Il y a des voix qui se font entendre. Merci Monsieur Adando. Voilà, je vous remercie. Monsieur Moussana, vous voulez ajouter quelque chose? Votre mot de la fin. À mon tour, moi aussi, je remercie la radio alternative. Qui vous remercie de passage aussi. Oui, qui nous a permis ce soir de communiquer avec la population d'Agadez et ses étrangers afin de leur faire passer les messages, leur communiquer ce que nous sommes en train de faire ou ce que nous avons fait, et avec les témoignages des tragédies que nos frères ont vécues, ceux qui sont de passage à Agadez. Merci. D'accord, ok. Donc, auditeurs de la radio Alternative FM, c'est comme le dit l'adage, vivre sur une mine d'or et dormir affamé. Par manque de confiance en soi, par manque de confiance et de conviction à ses capacités à réussir sur place, beaucoup de nos frères tentent éperdument l'aventure dans l'inconnu, l'étendue ouest, bien sûr, l'étendue nord, donc la Méditerranée au nord de l'Afrique. Malgré cela, beaucoup échouent. Malheureusement, il n'y a toujours pas de prise de conscience. Il faudrait donc, à tous les niveaux, comme le disaient de nos invités, une prise de conscience collective pour améliorer les conditions de vie des populations afin que tous œuvrent pour le développement de l'Afrique. Sur ce, je vous remercie en vous souhaitant bonne écoute de nos émissions sur Alternative FM. Au revoir, merci.